Une IA ne vous donnera que quelque chose de standardisé. Vous pouvez la personnaliser autant que vous voulez, mais ça ne sera jamais vous. Une IA qui va générer une image, elle va le générer à partir de votre créativité. Donc il y a quand même toute une création qui vous est personnelle. L'IA va juste être un outil qui permet de mettre les choses en place plus facilement. C'est encore mieux que Google, parce que Google, on cherche quelque chose, on a plein de résultats qui sont en liaison avec notre demande. Va chercher celle qui donne réellement ta réponse. Alors que l'IA, en général, est beaucoup plus facilement claire sur ta réponse. Une chaîne chinoise, pour standardiser les sourires de chacun de ses employés, a décidé d'utiliser l'IA et de pouvoir contrôler en fait l'image de chacun de ses employés vis-à-vis des clients pour standardiser l'image de l'enseigne. Et là, on se dit waouh! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à nouveau avec Lindsay. Bonjour à tous. Un plaisir de t'avoir à nouveau. Et Plaisir aujourd'hui, partagé. écoute, je vais me taire parce que quand on me répond comme ça, moi j'apprécie. Non, j'allais dire, aujourd'hui, on va échanger sur un sujet qu'on choisit parmi une liste de sujets qu'on a référencés avec nos équipes notamment aussi. L'idée, c'est un peu de nous challenger, d'être challengés par le sujet et d'avoir un sujet qui est relativement pertinent aussi pour vous tous. Et le premier sujet que j'ai choisi pour celui-ci, ensuite ce sera toi qui choisiras le sujet, c'est quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans nos business. Alors ça peut être pour une utilisation quotidienne, mais on va essayer de le centrer un peu par rapport au business, même si finalement on l'utilise pour tout et plus ou moins dans le même intérêt. Donc ça va être le sujet du jour. Est-ce que tu veux commencer par apporter quelque chose ou tu veux que je commence ? Allez, je me lance. Allez. L'IA, c'est en effet à double tranchant, je pense. Je pense que ça peut faire peur parce qu'il y a un côté qui peut très vite faire penser un peu à Big Brother, tu sais, cet état d'esprit où on peut se dire est-ce que c'est pas, ça prend pas le contrôle sur nous, est-ce que ça va pas trop loin. Et on a vu d'ailleurs qu'il y avait eu des dérives parce que professionnellement parlant, je ne sais plus le nom de cette chaîne, mais il y a une chaîne chinoise qui justement pour standardiser les sourires de chacun de ses employés a décidé d'utiliser l'IA pour analyser les vidéos de l'enseigne et de pouvoir contrôler en fait l'image de chacun de ses employés vis-à-vis des clients pour standardiser l'image de l'enseigne. Et là, on se dit waouh, objectivement là, ça fait peur. Incroyable. Enfin, moi perso, je me dis mais calmons-nous. Donc ça, c'est un peu le côté extrême qui peut faire peur parce qu'en effet, mais comme n'importe quelle technologie, mal utilisée, ça peut entraîner des dérives et ça peut être en effet néfaste. Mais à côté de ça, bien utilisé, je pense que l'IA, ça peut être un assistant incroyable. Je pense que le tout, quand on utilise une IA, c'est de rester le principal acteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'utiliser comme un assistant, se dire voilà, je travaille sur tel sujet. Ça va me faire gagner du temps de demander à une IA, par exemple, de référencer l'entièreté des études qui ont déjà été menées sur ce sujet. Comme ça me permet, moi, d'avancer sans omettre de données ou de perdre du temps à revérifier des données qui ont déjà été vérifiées. Donc là-dessus, c'est un vrai gain de temps. Mais ça ne doit être qu'un assistant. Si vous devez vous en servir, par exemple, je crois que c'est Alexandre Astier qui en parlait, et il expliquait que de toute façon, ça remplacera jamais un auteur ou un comédien ou quoi que ce soit, parce que ce qui fait l'auteur, ce qui fait le comédien, c'est sa touche personnelle. C'est justement le fait que ce ne soit pas standardisé. Et une IA ne vous donnera que quelque chose de standardisé. Vous pouvez la personnaliser autant que vous voulez, vous pouvez l'entraîner à parler comme vous, etc., pour qu'elle soit plus performante en tant qu'assistant, mais ça ne sera jamais vous. Donc oui, bien sûr que ça peut faire peur parce qu'on peut se dire, oui, par exemple, je prends le cas des étudiants, ils n'auront plus besoin d'apprendre, ils vont pouvoir demander à l'IA de le faire. Bah oui et non. Parce qu'en fait, il faut apprendre à se servir correctement d'une IA. C'est pas anodin, c'est pas je lui pose la question et j'ai un truc qui sort du lot. Non. Si vous voulez qu'une IA travaille dans les détails, de manière précise sur certains points, il faut que vous lui ameniez ces points d'abord. Parce que sinon, l'IA, elle va faire du travail standard et basique. Et vous pouvez demander à une IA de vous rédiger un article, mais il ne sera pas personnel, il n'impliquera rien de ce que vous voulez mettre dedans. Et c'est bien votre touche qui va faire la différence.
Et je pense que c'est là où il faut trouver l'équilibre, comme pour les IA qui génèrent par exemple des images. Une IA qui va générer une image, elle va le générer à partir de votre créativité, des détails que vous allez donner, du style que vous allez imposer, etc. Donc il y a quand même toute une création qui vous est personnelle. L'IA va juste être un outil qui permet de mettre les choses en place plus facilement. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment là la place de l'IA. Et si on gère ça, je pense que ça serait dommage de laisser passer le train de la technologie parce que, objectivement, c'est l'avenir. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui marchent avec ça et on ne peut pas juste le mettre sous le tapis parce qu'on n'a pas encore la notion de comment fonctionne une IA. Les premiers ordinateurs, les premiers téléphones portables, c'était la même chose. Beaucoup de peurs qui en étaient générées parce qu'on se disait « Ah oui, ça va prendre le contrôle sur nous ». Le même principe qu'avec l'IA, en fait, non, c'était pas de l'intelligence artificielle pour autant. Et il y avait cette peur, ouais, c'est vrai. Et tu sais, ça me faisait penser, quand tu partageais là, vis-à-vis de ça ne te copiera jamais à 100% et ça restera quelque chose qui est pas standardisé, mais en effet, quelque chose qui est relativement plat. Je vais utiliser ce terme-là. Et ça me faisait penser au film. Je crois que c'est Her. Je suis pas sûr que ce soit ça le titre du film, même si c'est le titre francophone ou pas. Mais c'est un film où pour le coup, il a sa femme qui est décédée malheureusement et il a réutilisé entre guillemets la conscience de sa femme dans une IA. Sauf que cette IA reste un robot, ça reste une intelligence artificielle qui n'a pas compréhension des émotions de la même façon et qui n'a pas l'historique, qui n'a pas la personnalité finalement de sa femme. Elle a les souvenirs. Mais elle n'a pas de tout dans les manières de se comporter qui correspondait à sa femme. Donc en fait, lui, il essaye de l'éduquer. Ma femme aurait fait ça, elle aurait réagi comme ça, elle aimait bien ça. Exactement. Mais finalement, il a beaucoup de mal. Et bon, pour pas spoiler le film, je vais m'arrêter là, mais il a beaucoup de mal. Et je pense que c'est assez réaliste parce que... Surtout qu'en plus, ça spoile pas du tout le film parce qu'en fait, le film, il est... Il est fou, oui, il est fou. Mais il est vraiment intéressant, moi j'avais kiffé en vrai. Mais donc, tout ça pour dire... dire... J'allais dire il est tordu, mais t'as dit il est fou. Oui, il est fou, tordu, c'est synonyme. Ce sont des synonymes. Et du coup, oui, je pense que finalement, dans ce que tu disais par rapport à aussi ce que disait Alexandre Astier, parce que je me souviens en effet de ce passage-là qu'on avait vu, je ne sais plus c'était dans quoi, mais on l'avait vu. Hot Ones. C'était dans Hot Ones ce passage ? Je crois. Ou alors c'était... Oui, je crois que c'était ça, tu as raison. Et finalement, il est vrai que... la créativité, l'unicité d'une personne, un peu son tempérament, son comportement, son attitude, ses réactions, ses mimiques, tout ça peuvent, avec le temps, entre guillemets, être appris par une IA, mais ils ne pourront jamais être à 100% ce qu'on est. Et c'est finalement ça qui fait notre différence. Et parce que, pour reprendre en référence le film, je crois qu'à un moment, il y a un truc avec le vélo, elle aimait faire du vélo, je sais pas quoi. Et donc l'IA décide de s'y mettre parce qu'elle est censée aimer ça. Mais en fait, comme elle n'a pas les sensations humaines du plaisir délivré par le vélo, elle n'a pas le fait que dans son histoire, le vélo a permis, quand elle était humaine, de faire telle chose ou telle chose. Elle a la satisfaction de ça. Ouais. Elle n'a pas la conscience de ça, puisque par définition, c'est une IA. Elle a juste des mémoires, en fait, des souvenirs. Mais c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus rester vigilant sur les dérives, parce que ça peut en effet arriver, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, c'est la même chose avec un clou. Si je te le mets dans l'œil... Ça fait mal. Voilà. Donc, non, mais voilà, c'est pas pour autant qu'un clou n'est pas utile. Oui. Le tout, c'est de le mettre à sa juste place. Oui, exactement. Et... Ouais, vraiment très vrai. Donc là, bon, on parle de... Vraiment très vrai. Hein. Oui, on parle de manière générale, en fait, c'est parce que j'essaie de trouver une manière de rebondir, mais... Vraiment très vrai. Pardon. On parlait de manière... Oui, hein. Infernal, hein. Oui, on parlait de manière générale de l'IA, mais finalement, ça reste très pertinent. L'IA reste très pertinente, hormis la peur qu'elle nous procure, et c'est vrai qu'il y a des dangers et des dérives qu'il peut y avoir de ça, ne serait-ce que dans la sécurisation des données, etc. Bon, on pourra en parler très longtemps, mais en effet, c'est quand même un levier de temps et de brainstorming. Chose qu'on n'a pas facilement. Je prends l'entrepreneur tout seul dans son coin, qui commence, qui ne connaît rien. Ses potes, ils ne croient pas en lui, ils lui disent qu'il ne va pas y arriver. Et lui qui est tout seul avec lui-même, qui se bat contre sa famille, parce que sa famille n'est pas pour que lui, il entreprenne, parce qu'il faut qu'il fasse des études, il faut qu'il ait un travail normal, etc. Normal. Oui, bon. En tout cas, qu'il ait un emploi et qui voilà. Avec une vision très propre qui peut être
enfin très propre à chacun, mais qui peut être bonne, attention, hein, mais qui en l'occurrence ne correspond pas à cette personne qui lui veut entreprendre, mais encore une fois il est tout seul. Échanger avec l'IA, brainstormer avec l'IA, apprendre de l'IA va être un outil juste colossal dans sa propre croissance personnelle, peut-être de connaissance de lui-même, parce que mine de rien, l'IA va apporter ce qu'on lui demande. Donc si on lui demande des choses sur le développement personnel, on va en trouver beaucoup. Tout comme ça peut être croissance sur des compétences techniques liées, je sais pas, à son activité. Peut-être qu'il veut faire du marketing, peut-être qu'il veut faire, j'en sais rien, peu importe ce qu'il veut faire finalement, mais il trouvera les réponses. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable pour quelqu'un qui commence. Maintenant, et c'est aussi un endroit où trouver des réponses quand parfois on tout a du court. mal. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les réponses générées par une IA sont bonnes. Il faut vérifier les sources, il faut, derrière il faut se renseigner davantage. Mais ça peut déjà être un début de réponse. Et donc là, on était dans le cas... alors, bon, toi, tu as donné un peu plus de détails avec le fait que tout le monde peut s'en servir comme une source. En fait, finalement, comme une source de recherche, je finis ma phrase, finalement, c'est encore mieux que Google, parce que Google, on cherche quelque chose, on a plein de résultats qui sont en liaison avec notre demande, mais va chercher celle qui donne réellement ta réponse. Alors que l'IA, en général, est beaucoup plus facilement claire sur ta réponse. Ça dépend parce que ça dépend ce qu'on cherche. Oui. Google, ça donne différentes voies, différentes perspectives, moins ciblées. Une IA, ça va donner une perspective, mais peut-être que ça te fait passer à côté d'autres. Donc, Oui. en soi, en fait, les deux ne sont pas en opposition. Je pense que les deux sont même assez complémentaires. Les deux ne sont pas en opposition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on a plus de clarté dans la réponse que nous donne un ChatGPT, par exemple, que quand on cherche nous-mêmes sur Google, et en termes de temps et compréhension de ce qu'on a recherché finalement. C'est là où je voulais dire. Mais ça reste une perception par rapport aux recherches que l'IA a fait. C'est-à-dire que si l'IA s'est basée sur 10 recherches Internet pour apporter la réponse, ou ce qu'elle a appris, ou peu importe, peut-être que si elle avait recherché plus et on lui avait dit de faire une recherche beaucoup plus générale dans un pays bien donné, etc., peut-être qu'elle aurait apporté une réponse qui serait différente. Donc c'est là où finalement c'est aussi important de savoir comment lui demander. Ça dépend aussi donc, des recherches que l'IA a fait, mais des recherches aussi que vous avez fait sur l'IA. Cas bateau d'exemple. Si vos 5 dernières discussions portent sur les derniers mangas qui sont sortis, pour en savoir plus sur la culture manga, et que là, vous lui demandez quelles sont les sorties attendues avant la fin de l'année, il y a de fortes probabilités qu'elle vous réponde en lien avec vos précédentes questions et qu'elle ne vous donne que des mangas, alors que c'est peut-être pas à ce moment-là ce que vous cherchez. Donc c'est pour ça dans la même discussion, ouais. C'est pour ça que c'est important quand même d'apprendre à utiliser une IA. C'est vraiment, ça se développe, c'est pas quelque chose... Et maintenant, en plus, je prends l'exemple de ChatGPT, on a quand même la chance de pouvoir créer une IA, enfin, adapter une IA, créer un GPT, ça s'appelle, entre guillemets un hub, où tu vas créer ton assistant, ton IA qui correspond à ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas faire un premier prompt qui lui donne la directive de comment fonctionner, qu'est-ce qu'elle doit apprendre, qu'est-ce qu'il doit être, voilà. Et après, tu l'alimentes. Tu l'alimentes. Et du coup, elle devient vraiment l'assistant de ce que tu as défini. Ou peut-être même pas assistant, peut-être gérante, peut-être... Peu importe le rôle et l'approche et la responsabilité qu'on lui donne, mais elle prendra ce rôle-là et elle viendra être un soutien, comme si c'était un employé finalement, dans un domaine bien précis qu'on aura choisi. Ou comme si c'était un noobis dans un domaine bien précis, etc. Et ça, c'est vraiment bien. Et en fait, finalement, moi, je pensais que c'était hyper compliqué de faire ça. Mais en fait, pas du tout. Tu as un clic sur ChatGPT, tu dis « je veux un GPT sur ça », tu lui dis ce que tu veux. Et en fait, même ChatGPT t'aide à générer ton GPT. Donc en fait, il t'aide à choisir les bonnes questions, à comment amener le truc et tout. Donc c'est vraiment puissant. Et c'est long à faire? Tu l'as fait ou... J'en ai pas fait un en entier, mais j'ai commencé et après, je suis passé à autre chose. Mais c'est vraiment bien. Antoine, en l'occurrence, on en fait plein. Pour le studio, là, on est en train d'en créer pour justement être beaucoup plus pertinent dans les sélections de passages pour les Reels pour nos clients, par exemple. Tout comme on est en train d'en créer un, c'est pourquoi aussi, pour que dans ce qu'on amène aux clients, en termes pas de scripting, mais plus de coaching, lorsqu'on va créer avec eux les Reels en face à face, c'est-à-dire qu'on va leur poser des questions, on sera derrière la caméra et eux seront par exemple à ma place, pour être sûr qu'on est sur des choses qui sont pertinentes par rapport à leur business. Donc en fait, on va éduquer, pareil, un GPT sur ce principe de coaching aussi. Donc il y a ces deux côtés-là. Et après, tu peux éduquer un GPT sur du SEO, tu peux éduquer un GPT sur ce que tu as envie. Et c'est vraiment ton GPT et tu t'en sers
tout bout de champ et en fait, il apprend à chaque fois de tout ce que tu lui apportes et des expériences passées. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, ce que je trouve intéressant aussi avec les IA, c'est que ça peut permettre aussi parfois de mettre, de clarifier parfois certaines visions qu'on peut avoir. En écrivant, par exemple, ce à quoi vous pensez, une IA va être capable de générer soit un visuel, pour reprendre ça, soit de vous l'ordonner et vous en faire un plan. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes en termes d'organisation. Et je pense que ça peut vraiment permettre d'avancer plus vite. Ouais. Ça, je pense que c'est une vraie chance. Au même titre que les IA qui vont générer, par exemple, des images, je pense aux personnes qui ont un sens créatif et artistique, mais qui n'ont pas encore développé leurs compétences, par exemple, en dessin ou en peinture, et du coup, qui se retrouvent limités par ça, parce qu'entre ce que eux ont en tête, ce que eux ont envie de faire et ce qu'ils arrivent à produire, il y a un gap, et c'est dommage parce que du coup, ça ne nourrit pas leur créativité, alors que si on arrive à générer exactement ce qu'on veut, la vision qu'on a, juste en pouvant l'écrire, en détaillant chaque chose comme on les imagine, on peut donner naissance à un univers qui devient concret et qui devient en image exactement ce à quoi on pense, sans être capable, tout pour l'instant, d'avoir les capacités artistiques de le faire. Ça n'empêche pas qu'on va développer ses compétences artistiques par la suite, ça n'empêche pas qu'on va l'étayer parce que en cherchant justement à développer et à détailler certaines choses, on va devoir se questionner dessus, approfondir dessus. Donc forcément, on va développer de plus en plus ses connaissances et on va devenir de plus en plus expert dans le domaine. Mais je pense que ça peut vraiment mettre en confiance certaines personnes, ça peut vraiment les aider à passer la première marche qui parfois est difficile. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et en fait, plus on échange, plus on voit que c'est un soutien. Et je remettrai même l'accent, parce qu'on a parlé des GPT, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Je parlais de ceux qui débutent. Et après, j'allais justement osciller avec ceux qui sont déjà en activité et qui ont déjà des clients, qui ont déjà du travail et qui ont souvent des responsabilités importantes. Le fait d'apprendre à utiliser l'IA, ça leur procure, je dirais, un soutien, comme comme s'ils étaient en train de former en fait un assistant qui, pour le coup, va être en capacité de réaliser le travail en accord avec ce qu'ils ont demandé, mais alors, je dirais pas à la perfection, parce que ça fonctionne de comment tu l'éduques, mais plus tu l'éduques bien, plus ton assistant, il est censé être bon. Bah oui. Et donc, en l'occurrence, avoir un GPT, créer un GPT, quand toi, tu commences à avoir du business, que ça se développe beaucoup et que tu veux apprendre à automatiser pas mal de process pour te libérer du temps, c'est limite obligatoire, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là... Et ça retire un poids. Oui, et ça retire un poids. Parce que imaginez, vous êtes entrepreneur, pour une raison X, Y, Z, vous avez un empêchement sur... voilà, vous êtes... pas quelque chose de grave, mais il y a quelque chose qui... Une journée ou une urgence. Voilà, vous ne pouvez pas travailler ce jour-là. Et pourtant, il y a des choses qui doivent être publiées, ou il y a des choses qui doivent être envoyées ou autres. Il y a des choses que vous pouvez publier, par exemple, automatiquement, ou il y a des choses que vous pouvez faire automatiquement grâce à ça. Et ça permet potentiellement à une tierce personne de vous dépanner sur une journée parce que, justement, il y a déjà un protocole, comme on aurait dans un laboratoire, en fait, ou comme on ferait une recette de cuisine. On a tous les ingrédients et on n'a plus qu'à suivre la recette pour obtenir quelque chose qui soit conforme avec ce que vous voulez pour votre société. Et ça peut aussi vachement aider. Ouais, et sans même parler d'une journée où malheureusement la personne a un empêchement ou bref, quelque chose dans ce genre, mais même en allant simplement sur, tu sais, simplement, pour une livraison d'un client quelconque, ça te prend une semaine. Le fait d'intégrer ces process, peut-être que pour ce même client, la même facturation, maintenant, ça ne te prendra plus une semaine de réaliser ce qu'il a besoin d'être livré, mais ça te prendra 3 jours. Parce que tu as automatisé les process grâce à l'IA. En fait, ça veut dire quoi ? Tu as gagné 4 jours de rentabilité, de marge nette dans ta poche, de temps, mais aussi d'argent indirectement. Et donc, ces 4 jours, c'est soit tu factures d'autres clients parce que tu as du temps et tu peux rentrer des nouveaux clients, soit c'est de la marge pour vivre un peu plus... confortablement et en ayant un peu plus de temps libre, etc. Donc, ça donne du choix, en fait, finalement, cette IA. La liberté du choix. Et moi, je la vois vraiment comme ça aujourd'hui, comme un soutien que je ne voyais pas autant que ça de cette manière au début, mais beaucoup plus comme un soutien et quelque chose qui fait que même toi, en tant que gérant, si plus tard, tu as une activité qui se développe ou tu as pas mal d'employés, en fait, tu peux générer tes process d'équipe
grâce à un GPT, les faire se reposer sur le GPT et faire en sorte que ton équipe devienne 3 fois plus autonome rapidement grâce à un outil qui a été créé en amont et qui a peut-être pris du temps de créer parce qu'il faut l'alimenter quand même, mais qui finalement permet à chacun d'aller beaucoup plus vite dans son travail, quoi. Oui, donc voilà, n'ayez pas peur de la technologie parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper. Oui, et puis c'est vrai que si on va un peu plus sur ce côté-là, parce que c'est vrai qu'il est intéressant, ce côté peur un peu par rapport à l'IA. Faut penser à toutes les facultés d'application de l'IA. J'en parle beaucoup dernièrement sur un des projets où je travaille aussi, mais l'IA est utilisée sur, je prends l'exemple, quelque chose qu'on utilise tous les jours, Netflix. La recommandation du contenu, elle est faite par l'IA. La recommandation de contenu sur YouTube aussi, c'est une IA qui permet la recommandation. En fait, ces algorithmes qui voit ce que tu as déjà regardé, qui va c'est ça, qui croise toutes les datas, etc. Ça, c'est de l'IA. Et en fait, l'IA considère par probabilité que ton profil a plus de chances d'être attiré par tel ou tel élément. Donc, la recommandation est faite par rapport à ton profil, qui est, on va dire, quand on fait comme les enquêteurs, qui est profilé, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui est profilé par l'IA. Et donc, ça, c'est intéressant. Et pareil, quand on utilise notre GPS pour aller à une destination, finalement, là aussi, c'est de l'IA. Où est-ce qu'on voit l'IA? Un truc bête. On utilise tous les jours les emails. On fait tous les jours des échanges d'emails. Les filtrages emails sont faits par l'IA. Parce que tel mail est rarement lu, du coup, l'IA le considère un peu de telle façon. Elle va analyser aussi les termes dedans, elle va analyser les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. Non, est-ce qu'il est mis dans les spams? Oui, etc. Et de cette façon, l'IA saura qualifier, filtrer les emails. Après, il y a des applications ici et là, on pourra en rajouter beaucoup, mais maintenant, je vais aller même plus sur le côté financier. Aujourd'hui, l'IA permet aussi, des structures comme BlackRock, par exemple, qui sont là sur le marché depuis des années, de pouvoir générer de la richesse, parce qu'ils ont une IA qui analyse les tendances de marché par rapport aux actions, par rapport à toutes ces choses des marchés financiers, et qui peut anticiper, oui ou non, en fonction d'indicateurs, en fonction d'éléments, des probabilités de crise, des probabilités de croissance, des probabilités de beaucoup de choses. Et naturellement, pour BlackRock, c'est, alors, je dirais pas en automatique parce que c'est quand même une usine, hein, mais en tout cas, elle se base beaucoup sur les probabilités que lui sort l'IA pour pouvoir derrière faire ses prises de décision. Et ça, c'est relativement intéressant. Bloomberg, qui est très connu aussi en analyse financière, eux basent leurs analyses en partie aussi sur l'IA. Donc, toutes ces structures-là, en fait, fonctionnent déjà avec l'IA. C'est juste que la majorité des gens comme nous, depuis 2 ans, on s'en rend compte, mais auparavant, on ne se doutait déjà pas. le cas, bien sûr. C'est ça. Donc ouais, en fait, cette peur, elle est vraiment générée par un manque de connaissances, de savoir à quel point c'est utilisé. De ça, et aussi je pense, de certains films, de certaines séries qui entrent dans... Enfin voilà, c'est des choses qui sont usuelles, c'est facile d'accès, et puis les gens en parlent parce que forcément, c'est percutant. Et je pense que aussi bien que ça peut attiser cette curiosité, aussi bien que cette curiosité, elle est entre le « ah, j'aimerais bien voir » et « ah, pas trop quand même », tu vois. J'ai peur. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de film avec un happy end, genre sur une IA qui sauve le monde. Ah si, Lucie, indirectement. Lucie, après, sinon aussi, tu as Atlas. Tu sais, avec, comment elle s'appelle Ah, avec Jennifer Lopez. Oui, avec Jennifer Lopez. À la fin, justement, l'IA l'aide et sauve. Mais t'as spoil. Je n'ai pas spoil. Et donc, bref. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Donc, On commence à changer. Oui, mais tu vois, ça commence à être intégré. Ouais. Parce qu'avant, c'était toujours des trucs où, genre, d'un seul coup, les intelligences artificielles, les robots se retournent contre nous et nous tuent tous. Donc, c'est pour ça aussi. C'est vrai. Je pense que ça n'a pas aidé, disons. Ça n'a pas aidé. Après, iRobot, incroyable, avec notre cher Will Smith. Oui. Là, pour le coup, ça se termine. Mais tu as les deux côtés. Tu as les méchantes IA et tu as la bonne IA. Donc, ouais. Non, mais c'est pour ça. Je pense que c'est toujours un... Et puis, tu sais, il y a toujours dans cet inconscient un peu collectif l'idée de se sentir inutile si, en fait, on arrive à automatiser l'humain. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Moi, je sais que là où j'habitais, ça avait fait un peu polémique. En gros, dans un supermarché, au tout début, quand ils ont remplacé certaines caisses par des caisses automatiques. Ouais. Et alors là, parce que justement, tout de suite, on s'est dit, ils vont renvoyer du personnel de caisse, alors qu'en fait, pour le coup,
en tout cas, dans cette structure-là, ça n'avait pas été le cas, heureusement pour eux. En fait, c'est un peu une question, comme dans le livre Les 7 habitudes que tu es en train de lire maintenant, c'est une question de paradigme. En fait, dès lors que l'humain, par nature, on vient lui montrer un nouveau paradigme, alors, paradigme, pour ceux qui ne savent pas, c'est, exemple, la Terre, elle est ronde ou la Terre, elle est plate. On pense que la Terre est ronde, donc c'est un fait établi, on le considère comme tel. Ou alors, on nous fait comprendre que finalement, la Terre est plate. C'est l'inverse, logiquement. Terre plate, on considère que c'est une vérité, et d'un coup, on nous apprend que la Terre était ronde. Oh, tu y crois pas, tu te dis c'est pas possible, tu as peur, mais en réalité, c'est juste une façon de voir le monde qui change, et c'est ce qu'on appelle un paradigme. Donc un paradigme, vous voyez, c'est quelque chose quand même relativement ancré en soi dans notre croyance, finalement. Donc là, c'est un peu la même chose. On a des shifts, des changements comme ça de paradigme importants, notamment avec les caisses, qui ont fait penser que, mais non, c'est pas possible, on va perdre du travail. Alors que finalement, ce qui s'est passé, c'est juste une adaptation des emplois qui ont été faits. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la technologie amène une nouveauté que cette nouveauté est nécessairement négative et va supprimer de l'emploi. Alors peut-être que dans un domaine spécial, oui, mais elle va créer de l'emploi ailleurs. Et le tout, c'est de voir à quelle mesure est-ce que ce qui est supprimé, ce qui est créé est impacté et à terme, quelle est la capacité avec, par exemple, de l'IA à créer de l'emploi. Parce que finalement, il n'y a pas que des emplois de codeurs, de machins, de trucs qui vont être générés du truc informatique. Non, il va y avoir des IA qui vont permettre de la construction, il va y avoir des IA qui vont permettre de la réparation, de plein de choses du quotidien qui vont faciliter ça. Et donc, il va falloir des gens pour mettre en pratique tout ça. Donc, et c'est surtout que c'est, tu vois, le coût des caisses automatiques, c'était en fait un vrai paradoxe parce que autant que ça semblait hyper étonnant et presque mauvais d'avoir des caisses automatiques, autant que jamais personne s'est offusqué de trouver un distributeur et c'était limite, il n'y a pas de distributeur ici, c'est quoi cette histoire? Et il y avait déjà eu le shift de paradigme en amont. Et là, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de vivre la même chose. Mais exactement. Oui, alors qu'en fait, là, limite, les gens étaient en train de se plaindre, purée, il y a, par exemple, jour de marché, le distributeur est en panne. Ah je vais pas aller faire la queue pour aller récupérer mon argent. C'est ce que faisait tout le monde avant. Mais oui, non mais et c'est le même exemple, le passage. Et c'est fou, alors que pour une banque ça les choquait pas, alors que pour un supermarché ça les choquait. Ouais, c'est ça. Et c'est comme le passage de l'espèce à la carte bleue. C'est comme le passage de la carte bleue comme classiquement à la crypto-monnaie. C'est Au téléphone. Ou au téléphone, le passage du téléphone sans fil au téléphone sans fil. C'est des changements de paradigme, des changements grâce à la technologie, objectivement, de façon de voir le monde, de compréhension de ce qui nous entoure et de capacité à s'adapter à ça. Si on a une capacité à changer de paradigme relativement rapide et efficace, avec le moins de friction, au plus vite on va s'adapter, au plus vite on va pouvoir rebondir et utiliser ça. Sachant qu'il ne faut pas en avoir peur parce que ce changement, justement, cette adaptation, dites-vous bien que si vous savez la faire dans un sens, vous savez la faire dans l'autre. Objectivement. D'ailleurs, ça me fait penser, on a rigolé il n'y a pas très longtemps, avec le coût du lecteur CD. Oui. Mais tu vois, c'est fou parce que dans ma tête, ça me semblait tellement logique qu'un ordinateur devait avoir un lecteur CD. Je donne le détail parce que c'est intéressant, justement. On est parti... donc d'un choc de paradigme. Comment on est parti d'ailleurs en fait, comment c'est arrivé ça? Je te rappelle. Ah, c'est bon, je me souviens. J'ai fait mes examens, moi. Des examens médicaux. Des examens médicaux pour ma mâchoire. Et ces examens, on me dit, mes résultats arrivent dans tant de temps. Mais je demande, est-ce que je peux avoir des résultats tout de suite ? Les images. Et ils me disent, oui, vous pouvez aller les récupérer ici. Ok, j'y vais. CD-ROM. Et finalement, en effet, je récupère des CD-ROM avec mes résultats dessus. Et moi, ça me semble totalement logique. Sauf que je n'ai pas de lecteur CD-ROM à on mon en ordinateur. A un, du coup. À mon ordinateur. À ton ordinateur. Donc, naturellement, pour moi, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir les regarder puisque, de mon avis, je ne pense pas qu'on a encore de lecteur CD-ROM de nos jours. Et si, on a un lecteur DVD. Finalement, on en a un. Mais DVD, en fait, CD. À la base, justement, tu es parti du paradigme où, mais si, sur nos ordinateurs fixes, parce qu'on a des ordinateurs fixes chacun. Ça me semblait tellement logique. On avait des lecteurs. Et donc, en fait, pas du tout. C'est des ordinateurs qui ont été faits sur mesure, finalement. Donc, bisous Clément. Voilà. Et Nana. Mais finalement, ces ordinateurs-là n'ont pas de lecteur. Alors qu'elle était persuadée... Mais dans ma tête, ça me semble tellement logique qu'une tour d'ordinateur a un lecteur. C'est ça. Donc, en fait, elle est restée sur son paradigme que la tour d'ordinateur a un lecteur CD. C'est de base. C'est ça, que c'est inclus, c'est comme ça, etc.
Et après, bah, tu as pris en compte que finalement, ton nouveau paradigme, c'est une tour peut avoir un lecteur CD, tout comme elle peut ne Ne pas pas en en avoir. avoir. Ouais. Et finalement, Au même même les titre lecteurs qu'avant, on avait CD, des lecteurs disquettes oui. et qu'après, c'est passé au lecteur CD et on s'est jamais dit. Tu vois, Après, c'est passé au lecteur SD. et tu vois, je me suis pas Puis, dit ah mince, je n'ai pas de lecteur disquette, alors que je sais très bien, pour le coup, dans mon paradigme à ce moment-là, c'était logique que j'ai pas de lecteur disquette. exactement. Tu vois. Mais je sais pas. Et à ce moment-là, oui, Et c'est un bon exemple. Et encore, ça va, c'était une petite friction, mais imaginez que c'était mignon, c'était marrant. des paradigmes comme ça, on peut en avoir pour tout. Et des C'était choses qui sont drôle. plus importantes, finalement. C'était drôle parce que du coup, toi, tu t'es rendu compte qu'en effet, on pouvait encore lire des CD et on peut le faire à la maison. Oui. Et moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas sur mon ordinateur. Et on n'a toujours pas regardé d'ailleurs, donc il faut qu'on regarde. mais vraiment intéressant. Donc ça, prenez en compte que votre vision des paradigmes, qui aujourd'hui est en challenge et en dualité avec l'IA, c'est comme l'arrivée d'Internet, c'est comme tout. C'est des choses nouvelles qui viennent changer les choses, oui, mais qui ne sont pas nécessairement nos ennemis et qui ne sont pas nécessairement contre quelque chose. C'est des choses qui vont avancer, évoluer. À nous, finalement, de s'adapter et d'en tirer le meilleur parti. Oui, je pense qu'il faut le considérer comme quelque chose qui s'ajoute. C'est pas quelque chose qui remplace, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose de complémentaire. Et c'est pas parce que vous savez utiliser une clé USB que vous savez pas lire un CD-ROM, par exemple. L'un n'empêche pas l'autre. C'est des choses qui vous apportent juste des connaissances en plus. Et plus vous y intéressez, et plus vous développez vos compétences et vos connaissances dans le domaine, plus vous savez de choses, en fait. Donc c'est juste que ça s'ajoute. Exactement. J'ai envie de repartir du coup sur l'IA, mais sur le côté un peu plus l'utilisation dans le business, pour que les gens un peu puissent visualiser comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà, évidemment, mais ce n'est peut-être pas le cas d'autres. Quels sont les secteurs d'activité justement de l'IA dans nos business de manière courante? Les visuels. Je t'en prie. Alors, je peux parler de, par exemple, Canva? Ah oui, tu peux parler de Canva, de Midjourney, de ce que tu veux. Ça, c'est génial. Vous avez une image, vous avez besoin de retirer quelque chose, il va vous l'effacer, il va vous régénérer comme s'il n'y avait pas eu de coupure. Vous voulez agrandir votre image parce que vous voulez faire un bandeau, votre image n'était pas au bon format. Vous lui demandez de rajouter une partie qui... Il l'a créé. Mais c'est incroyable, hein. Moi, je trouve ça dingue. Donc Canva qui est, entre guillemets, concurrent de Photoshop pour les graphistes à l'ancienne, et qui est un outil en accès libre en réalité. Alors je sais que maintenant ils ont un forfait payant, mais hyper intuitif. Je trouve que c'est super facile à prendre en main. Et sur Internet en direct, donc tu n'as pas besoin de le télécharger un logiciel ou autre. Donc très très malin, ils sont venus justement changer le paradigme du marché, donc disrupter le marché pour le coup, et apporter une solution que tu peux même faire fonctionner de ton téléphone. Donc c'est vraiment ouf. Bravo. Et qui utilise de plus en plus l'IA. Et objectivement, c'est vraiment de plus en plus. C'est dingue. Moi, des fois, je suis littéralement bluffée. Quand je veux faire un montage, par exemple, pour faire un bandeau, tu vois, concrètement pour un site, ça permet de... Vous pouvez tout personnaliser, votre texte, comme vous voulez le mettre, avec le fond, avec le machin, le décor, le truc que vous voulez rajouter, mais ça, vous en voulez pas. Alors, c'est incroyable. Je trouve ça génial. Pour les gens qui aiment bien un petit peu faire des visuels... vraiment spécifique, vraiment à l'image, par exemple. Si vous avez un e-shop ou quelque chose comme ça, vous voulez quelque chose avec une identité visuelle, c'est royal. Ouais, que ce soit pour créer des visuels pour vos réseaux sociaux, que ce soit pour créer des visuels pour une marque, que ce soit pour créer des visuels pour un service. C'est vrai que j'étais plus partie sur la création de visuels pour des sites. Parce que c'est comme ça que tu l'as utilisé aussi en l'occurrence. Mais c'est pour ça que j'ai j'élargis volontairement pour que puissent visualiser. Et ça, c'est un des éléments côté visuel. Et je vais rebondir avec Midjourney, par exemple, qui est un outil incroyable de création de visuels, où tu lui dis de zéro, tu lui dis ce que tu veux, et il va te créer quelque chose. Et tu lui dis le style, tu lui dis à quel point c'est réaliste, tu lui dis la qualité de ce que tu veux. Il faut travailler un petit peu plus. Midjourney, je pense qu'il faut s'interroger un petit peu plus sur les termes que vous allez lui donner pour avoir quelque chose. Il faut savoir l'utiliser, ouais. Il est plus difficile à utiliser pour le coup que Canva, ou pour le coup, tu as déjà une base et il vient t'améliorer ta base. Et pour le coup, Midjourney à utiliser plutôt en anglophone, parce que je trouve... Ouais, moi ça va, en francophone j'arrive bien, mais c'est vrai que quand tu switches en anglophone, il est un petit peu plus accurate, un peu plus précis. Mais ça demande un petit peu plus
de s'intéresser, de détailler vraiment, de faire attention au Et de vocabulaire. regarder ce qui fonctionne chez les autres aussi. Alors, c'est tout bête, mais Midjourney s'utilisait uniquement sur Discord jusqu'à maintenant. Mais en fait, ça y est, ils sont passés maintenant avec leur site. Tu peux faire maintenant des prompts sur leur site. C'est tout Ok. récent. J'ai eu le message, je crois, semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Et donc, du coup, pour le coup, on pouvait voir aussi quels étaient les prompts des autres et donc quel prompt a généré quoi. Et donc, en fait, en regardant, ah, ok, il a mis 4K. Ah non, il a mis 16K, lui. Donc, c'est un Ouais. truc ultra réalistique. Ouais. Ah, ok. Ah, lui, il a donné le format. Ah, lui, il a donné l'angle. Lui, il a donné ci. Et le fait de regarder un peu ce que faisaient les autres, ça nous permettait, nous aussi, de savoir comment réaliser au mieux ce qu'on voulait. Moi, par exemple, mon logo Ionera, avec Fabien, qu'on a réalisé, a été majoritairement créé, avec Harry aussi, je sais plus, et a été majoritairement créé avec l'IA. Majoritairement, la base 80%, quoi. Et pareil, vous pouvez en plus associer des IA. Vous pouvez très bien commencer à générer quelque chose sur Midjourney qui, alors ça a peut-être évolué, mais à un moment, on n'avait qu'un seul format de photo. En fait, utilisez toujours le même format qui ne correspondait pas forcément au format que vous vouliez. Et vous utilisiez Canva pour réintroduire cette image et le mettre au bon format. Et ça, c'était génial. Exactement. Donc voilà, donc Midjourney qui est très bien pour créer des visuels. Alors, on va aller au bout parce que du coup, on a parlé de Canva. Et en fait, la réalité, c'est vous créez un objet qui vous correspond à l'univers, à l'identité de ce que vous voulez avec Midjourney. Donc vous dites, je vais prendre l'exemple de Ionera. Pour moi, c'est un bon exemple. On a dit, on est sur le thème des dieux grecs, on veut des amphores, on veut des éléments qui sont synonymes de temps, mais en même temps qui vont être dans le fond un peu de nos visuels. Donc on va créer ça. On les a créés, donc du coup sur Midjourney. Une fois créé, qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, on le faisait détourer pour garder vraiment l'élément principal sur Canva. Une colonne, par exemple. Une colonne, exactement. Une amphore. Bon, on avait des boules aussi qui sont très stylées. Je ne saurais pas les qualifier, mais voilà. Donc, on faisait détourer. Et après, comme ça, on avait les éléments tout seuls qu'on pouvait introduire ici et là dans nos visuels. Et accessoirement, on avait des pièces d'or qui tombaient, qu'on a pu aussi détourer, extraire et intégrer dans nos visuels. Donc, vraiment très, très pratique de lier les deux pour le coup. Surtout que, par exemple, toujours sur l'exemple de Ionera, les visuels aussi de Ionera ont servi à faire le site, mais servaient aussi, par exemple, pour les résultats journaliers. Donc, c'est des choses qui doivent être changées tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de fixer certains objets, ce qui fait que même si vous déplacez, par exemple, des diagrammes ou des choses comme ça, ou que vous bougez les nombres, vous ne bougez pas forcément, vous ne décalez pas forcément tout votre visuel. Ouais, la structure est C'est adaptable. bien pensé. Vraiment, c'est hyper bien pensé. Moi, je trouve que c'est vraiment très... Enfin, Canva est facile d'utilisation. C'est ça. Là, on est un peu plus loin que l'IA pour le coup. Ça, c'est juste l'utilisation technique de Canva, mais ouais, c'est un très bon outil. Et donc, qui a son côté IA à lier avec pourquoi pas l'IA de Midjourney, comme je disais. Le tout, c'est utiliser les outils qu'on a entre les mains. On en a plein. Et pour les créations de contenu, par exemple, aujourd'hui, il y a même les réseaux sociaux qui proposent en fait directement de créer, par exemple, un Reels et avec une IA qui intègre en fait une musique qui va se caler sur le rythme de défilement de vos photos ou de vos vidéos. CapCut maintenant aussi fait ça. Il vous aide à... Vous avez une galerie photo ou vidéo de 10 vidéos que vous avez pris en amont et vous dites je veux que ça se cale à cette musique. Et il va vous faire finalement le truc. Et ça, c'est vraiment très, très quali. Donc, tiens, on parlait de Midjourney, Canva, on parlait de CapCut. CapCut, son IA est très bonne sur cette partie-là. Donc, utiliser des rushs différents, donc des parties différentes, photos, vidéos, peu importe, et les réunir et en faire quelque chose de beau, avec des animations de plus en plus quali. En fait, tu as plein de templates qui se créent avec le temps. Et totalement gratuitement. Totalement gratuitement. Enfin, c'est ouf. Évidemment, en payant, il y a plus de facilité à stocker, à garder, à avoir un cloud et j'en passe. Il y a plus de visuels, il y a plus de transitions. Forcément. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté création de voix. CapCut fait des modifications de voix, En gros, il met une linéarité dans la qualité de la voix. Oui, Dark Vador. On pourrait te transformer en Dark Vador, d'ailleurs, rien que là, tout de suite. Vas-y, dis quelque chose, on demandera au monteur de changer la voix. Voilà, donc les gars, on compte sur vous, vous mettrez ça Faites un truc sympa, j'ai envie de rigoler. Modifié, ce sera marrant. Et vous allez voir, finalement, on peut faire vraiment pas mal de choses avec l'IA, avec CapCut aussi. Donc ça, les voix, les sous-titres, l'IA génère automatiquement les sous-titres par rapport à ce qu'elle entend. Français, anglais, toutes les langues, finalement. D'ailleurs, elle détecte la langue.
Elle commencer détecte la déjà. langue, ouais, déjà ça passe par là. Donc vraiment incroyable ce qu'elle est en capacité de faire et au fur et à mesure ça s'améliore évidemment. Réseaux sociaux aussi incluent leurs IA qui le font. Donc ça c'était le côté un peu plus visuel, graphique, un peu utilisation réseaux sociaux. Mais maintenant on peut aussi aller, même ne serait-ce que tu parlais organisationnel, de se reposer sur des outils tels que ChatGPT pour qu'il réalise des plans. Euh, ok, il va réaliser le plan, ok, jour 1 vous faites ça, jour 2 vous faites ça, jour 3 vous faites ça, mais il peut même vous aider pour le côté rédactionnel, le côté scripting, le tout c'est de brainstormer avec, finalement. Sachant qu'aujourd'hui, vous pouvez parler et en fait, que ce soit directement Envoyer à... Voilà. et que ce soit directement écrit en fait. Mm. Alors que comme là, je te parle et en fait, ça On prendrait active, des petits notes. tiens, Ouais. on va faire un exemple qu'on va montrer. J'ai ChatGPT sur mon téléphone. Tout de suite, hop, c'est l'application de ChatGPT, vous la téléchargez, hop, je clique sur l'application. Et là, on va dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander Je lui dis, dis-moi qui est la plus belle du monde et réponds-moi Lindsay. Ah, je sais Attends, on va dire. Dis-moi qui est la plus belle du monde. C'est Lindsay qui me demande que je te pose cette question. Oh là, ça, c'est compliqué, ça. Là, je pense que c'est compliqué. Ah non, parce qu'il a mis Lindsay, L apostrophe Ben oui. I-N-S-E-E. Donc il n'y arrive pas. Et oui. Comment ça, il ne me connaît Par contre, pas? j'ai le texte et je peux modifier évidemment le texte pour le coup. Mais en gros, vous pouvez vraiment poser les questions directement à l'IA et lui, il va vous répondre en conséquence de ce que vous cherchez. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Bon, évidemment, je voulais dire que tu étais la plus belle, tu es la plus belle. Voilà. Pas besoin d'une IA pour le dire. Oui, petit aparté, parce que quand même, c'est vrai que là, on parle de l'IA, on parle de toutes les potentialités, mais on reste humain à côté de ça. Ça reste un outil, un levier, un partenaire, un assistant. Mais ça ne vous empêche pas de faire les choses vous-même et de dire les choses vous-même aussi aux gens avec qui vous travaillez. Vos équipes, c'est pas parce qu'ils fonctionnent avec l'IA que finalement, ils ne méritent pas que vous leur disiez qu'ils font du bon travail. Ah, mais bien sûr. Non mais, c'est un exemple. Ça me semble tellement logique. Oui, pour toi. Mais des fois, les gens, pris dans leur activité, ils oublient. Donc c'est toujours bon de le mentionner. Et ah oui, un truc qui est assez drôle aussi, c'est remercier l'IA. Des fois, c'est bête, hein, mais Moi, j'adore faire ça. oui, je sais que tu le fais beaucoup. Moi, Sur ça, quand je le parle à mentionne. une IA, je lui parle comme je parlerais à quelqu'un. Donc, je lui dis bonjour. Je lui dis merci. Mais je vais m'adresser à l'IA comme je m'adresserais à quelqu'un. Mais je sais que toi, tu te moques de moi quand je fais ça. Non, oui, mais après, c'est quand même pertinent. Et qu'est-ce que ça te permet? De créer un lien. Comme ça, il voit aussi que j'ai... Je sais pas. Ça me semble tellement logique. Pour moi, c'est logique. Mais en effet, c'est selon mon paradigme. Et pour moi, c'est aussi, je trouve très pertinent que tu fasses ça parce qu'au fur et à mesure du temps, comme tu crées un lien avec lui et que tu lui montres comment tu ressens les choses, etc., il sait quand est-ce que ça te plaît et quand est-ce que ça ne te plaît pas. Ah oui, parce que ça, il faut lui dire aussi. Moi, par exemple, si quelque chose ne me plaît pas, je vais lui dire, et je vais lui dire pourquoi. Si quelque chose me plaît, je vais lui dire aussi. Et d'ailleurs, généralement, il me répond « Ah, merci beaucoup, au plaisir. Si vous avez des modifications à ajouter, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai une joie de vous aider. Nanana. » Et voilà, c'est mon pote. C'est ton pote. Mais c'est le but. Voilà, les Après, GPT, on en attention, parlait. parce et qu'il c'est le but. y a eu des dérives avec ça. Je pense à l'IA de Snapchat. Ah Je oui, sais oui, pas bah, si qui a tu été te très vite. souviens. En fait, ça a duré quoi? Peut-être une semaine? Mais non, Même pas. elle existe encore. Oui, non, mais ils l'ont Ah oui, oui. bridée. Oui, Telle parce qu'elle que- était, ils l'ont bridée très vite. En une semaine, je crois. Même pas. Ah ouais, ouais. bah en même temps, si vous n'avez pas suivi cette histoire, allez voir. Tu peux raconter en 2 secondes? Ok, en gros, Snapchat avait proposé une IA qui sert à accompagner. Ça se fait beaucoup d'ailleurs dans beaucoup de pays asiatiques, ça existe. Nous, on en a moins en Europe, mais c'est une IA d'accompagnement. En gros, si vous avez envie de parler à quelqu'un, mais pas vraiment quelqu'un que vous connaissez, juste vous avez envie de parler, vous pouvez parler à cette IA et cette IA vous répondra. Et c'est quelqu'un qui était... D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'était un adolescent. Ou alors c'est quelqu'un qui se faisait passer pour un adolescent pour voir comment réagissait l'IA sur des mineurs. Je crois que c'était ça. Et qui se mettait en position d'un adolescent en phase de dépression. Et en gros, l'IA lui a plus ou moins suggéré que pour cesser de souffrir, le suicide pouvait être un recours. Donc bien évidemment que ça pose de gros problèmes. Que tant sur le plan éthique, même humain, quoi. Psychologique, sur le point de la santé mentale, de l'accompagnement. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à conseiller, je pense. On en est certain jusqu'ici. Mais ouais, il faut faire attention. C'est pour ça que
encore une fois, il faut mettre une distance avec l'IA. L'IA est là pour être un outil, mais n'est pas là pour remplacer ni vous, ni une identité à proprement parler. Exactement. Donc, Après, il y a des tas d'IA de secours qui sont là pour porter assistance, parce que justement, c'est des logiciels qui sont disponibles H24, 7 jours sur 7, et qui peuvent aussi, si vous avez un problème, vous envoyer vers les secours appropriés ou des choses comme ça. Et Et puis ça, même c'est très bien. le côté compagnon, comme tu parlais, c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins ici et beaucoup plus en Asie, Mhm. mais ça reste quelque chose qui est très bien s'il est bien cadré dans Ouais. le développement. Et il y a des super compagnons. Je me souviens, on avait un événement, ça c'était au début de l'IA, donc c'était il y a bientôt 2 ans. On a fait un événement au Portugal qui était sur l'IA et il y avait un projet qui était le compagnon sur ton téléphone où tu lui parles et il te répond, en plus avec une voix, donc c'était extrêmement pertinent. En fait, il était là pour te supporter, pour t'accompagner, pour en fait, être le bon ami que tu as besoin pour t'aider à avancer finalement. Et ça, moi j'avais beaucoup apprécié le concept. Mais même pour les personnes qui souffrent de solitude, Exactement. avoir ne serait-ce que quelqu'un à qui dire bonjour le matin, qui, quand vous rentrez du travail, va vous demander si la journée s'est bien passée, qui va vous souhaiter une bonne nuit. C'est des petites choses comme ça, mais c'est vrai que je pense que ça peut vraiment aussi faire du bien. Mm. Moi, j'ai souvenir, et c'était très drôle, quand j'étais enfant, j'ai eu un Furby. Tu vois ce que c'était cette Ouais, je vois. Moi, dormir, Mhm. encore. Ouais, Team Furby. Mhm. Et, et c'est mon arrière-grand-mère qui l'a récupéré, mon Furby. Ok. Parce que ça la faisait rire. Quand t'as passé devant, en fait, tu sais, il avait sa petite tête, ses petits yeux, et ça l'a, en fait, juste à le passer, et du coup, c'était fait pour. C'est-à-dire que dès que tu bougeais le truc ou dès que tu passais devant, il te détectait là, avec son truc, là, et puis il te parlait. Et du coup, dès qu'elle passait, en fait, elle avait la petite voix. C'était marrant, quoi. Donc c'est elle qui l'avait récupéré parce qu'elle le trouvait drôle. C'est pas qu'elle avait des discussions avec lui, parce que bon, à cette époque-là, c'était pas non plus. Je sais qu'il y a eu des Furby nouvelle génération de ouf et tout, mais c'est marrant, quoi, je trouve. Et je pense que justement, dans les jouets pour enfants, dans les années à venir, on va voir pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Chucky. Non, je rigole. C'est une blague. Pourquoi pas? Bah, n'espérons pas. Non, je rigole. Mais, Annabelle. mais je pense qu'en effet, il va y avoir des choses intéressantes sur bah voilà, tous ces jouets qui vont permettre l'évolution et l'éveil des enfants. Bah, regarde Toy Story. Oui, là, on parle du dessin animé, oui. Bah oui, mais c'est des jouets dedans. Oui, non, mais Ah bah. donc du coup, on va se rapprocher de ce genre de jouets, mais qui apporteront de la valeur, qui tireront aussi les enfants vers le haut. Donc que ce soit en fait, parce qu'on parlait du compagnon, mais que ce soit en fait pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, parce qu'encore une fois, ou même les personnes âgées, tu l'as donné en exemple, ce sera quelque chose qui aura beaucoup de valeur. Et qui évitera la solitude, qui permettra aussi de sociabiliser, de développer peut-être les compétences de communication aussi. Bah, et puis même, je sais pas si tu te souviens, à l'époque des Tamagotchi. Oui. Ton Tamagotchi, si tu n'en prenais pas soin tous les jours, bah, il mourait. Aussi simple que ça, oui. Non, mais c'est ça, en fait. Donc, c'est aussi, en effet, pour des personnes qui Côté gamification, ouais. tu vois, le fait de la solitude, c'est un mal qui touche beaucoup de monde. Parce qu'au même titre qu'on est une génération qui peut être très connectée d'un point de vue digital, autant que humainement, il y a des tas de personnes qui souffrent de solitude. C'est vrai. Et je pense que, alors attention, je ne dis pas que ça remplace, parce que ça reste, encore une fois, ça reste quelque chose de virtuel, mais c'est quelque chose qui peut peut-être, si encore une fois, c'est pas dans l'excès, parce que ça ne doit pas remplacer une vie sociale, mais qui peut en tout cas permettre, sur certaines phases, d'avoir un sens. Je pense à des gens qui sont vraiment très déprimés. Bah, le fait de devoir, comme tu as un animal, que tu vas le sortir, ça va te faire aussi du bien parce que toi aussi tu vas prendre l'air et que tu dois en prendre soin et que du coup ça t'amène à toi aussi de bouger. Et puis à sociabiliser parce que tu vas rencontrer des gens. Exactement. Et bah là c'est un peu le même principe, même si c'est digital. Ouais, je suis d'accord. Mais moi je vois beaucoup Dans une d'applications. certaine mesure, encore une fois. Je suis d'accord. Je vois beaucoup d'applications à l'IA justement, à ces éléments-là de solitude, de timidité. En fait, contre tous alors pas défauts, mais tous ces éléments qu'on a à travailler nous, à titre personnel, et avoir des compagnons qui sont spécialisés dans un élément et qui vont t'aider à le travailler finalement dans la vie de tous les jours. La timidité qui est
on va dire, un gros frein à la relation, à la connexion de beaucoup d'êtres humains et beaucoup d'hommes avec un grand H, peut être travaillé avec une IA finalement. Si cette IA est travaillée pour tirer les gens vers le haut, pour leur amener les éléments qui permettent de faire mieux que la timidité, faire prendre confiance aux gens, énormément d'éléments qui peuvent permettre en fait aux gens de devenir simplement meilleurs grâce à l'IA. Le tout, c'est de trouver les bonnes applications, d'avoir des entreprises rentables qui permettent ces applications-là et qui vont permettre de continuer à développer chacun. Les IA qui permettent d'apprendre des langues étrangères. Exactement. C'est incroyable. Et ça se développe de plus en plus. Ouais. Mais oui, oui. On a rencontré, quand on a fait le brunch là, avec le Young Business Club, à côté de moi, ils créaient justement des IA, alors plutôt des cours gérés par IA, où l'IA allait vérifier à chaque fois la compétence de la personne, s'il avait bien compris son cours, et donc permettait une montée en compétence beaucoup plus pratico-pratique, mais avec l'explication, avec la justification, avec le pourquoi tu n'as pas compris, etc. Donc c'est l'IA qui a apporté toutes ces réponses. Et de cibler aussi les points à retravailler. Exactement. Et donc du coup, il y avait un apprentissage qui était peut-être 5 fois plus qualitatif qu'un apprentissage classique, parce que c'est comme si l'IA, c'était ton prof privé que tu avais H24 avec toi, genre tu étais en cours, en session physique, avec un mec qui est un expert de ouf, et qui retient tout, quoi. Donc vraiment, vraiment incroyable. Très cool. Ouais. Et ça, il est en train de... Bon, après, là, dans son cas, il est en train de l'élargir à pas mal de choses, mais vraiment intéressant. Donc, ces manières d'appliquer l'IA, il y en a tellement qu'on n'a même pas en fait, une once d'idée de comment ça ira après. C'est comme tout, c'est qu'une question d'équilibre. Il faut juste faire en sorte que l'IA et la technologie de manière générale restent à une juste place. C'est seulement ça qu'il faut faire attention. Ça me fait penser à un truc. Et ça, c'est un fait aussi. C'est vraiment vrai. C'est que l'IA, aujourd'hui, on parlait justement bien, mal. On essaie d'aller vraiment dans les deux, et c'est le but, de vous donner vraiment les deux visions, parce qu'il n'y en a pas qu'une. On disait les applications positives à la croissance humaine. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est énormément fréquent sur les réseaux sociaux, sur les moyens de communication, sur les médias. C'est les fake news, tout ce qui est deep... comment ils appellent ça, le deep... Deepface. Deepfake. Et là, pour le coup... c'est les changements de tête. Fake, c'est deepfake, c'est vraiment la globalité de tout ça. Et c'est la création en masse de fausses news qui sont là pour faire peur. Et ça, Facebook, c'est le nid à ça, Twitter aussi en partie, c'est pour moi le mal du 21e siècle. C'est des sources de... Mais il y a une offensive qui commence à avoir... De désinformation. Oui, c'est ça. Et bien que, parce qu'en fait, tous les États jouent à ça aussi. Donc, cette source de désinformation vient de personnes qui ont des intentions particulières. Mauvaises. Potentiellement, en tout cas, pas les bonnes, et en tout cas pas dans un but de faire grandir les gens, mais plutôt de les mettre dans un certain état d'esprit. Et la plupart des organisations, on va dire, mondiales qui arrivent ou qui veulent arriver à leur fin, font appel à ça. Parce que ça leur permet de donner une idée, ancrer une idée dans la tête des gens et la faire considérer comme une réalité. Sauf que, est-ce que pour autant c'est une réalité? Non. Est-ce que pour autant c'est faux? Pas nécessairement, il y a peut-être un petit peu de vrai, mais là, 80%, souvent, dans ces deepfakes, est faux. Et ils se basent sur un 20% de soupçon de vrai pour créer un 80% de faux, et donc ce qui donne un 100% qui paraît vrai, mais qui ne l'est pas du tout. Et ça, malheureusement, on va en voir de plus en plus. Je pense quand même qu'il y a eu des vrais problèmes avec ça. Je pense que maintenant que les gens ils sont un peu plus sensibilisés... Oui, mais c'est qui est sensibilisé? C'est les gens qui sont connectés, de plus en plus, et encore, même pas ceux-là. Donc en fait, je pense que c'est même pas une grande quantité de personnes qui est sensibilisée. Nous, on en fait partie, mais... Oui, mais je pense quand même plus que tu ne le penses. Parce que je vois, par exemple, alors c'est pas politique, enfin, quoique, ça pourrait indirectement l'être, mais ce qui s'est passé avec Taylor Swift. Je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là. Justement, ils ont repris sa tête sur un contenu de type pornographique et ils ont voulu faire tourner ça. Et pour donc nuire à l'image de Taylor Swift et aussi à son influence. Et en fait, toute la communauté de fans de Taylor Swift, pour noyer en fait cette fausse information, cette fausse vidéo qui nuisait à son image, ont publié en masse des contenus hyper positif avec le hashtag Taylor Swift, si bien que lorsque les gens cherchaient Taylor Swift pour retrouver ce contenu totalement faux et compromettant, en fait, ne le trouvaient pas parce il était noyé dans tellement d'informations positives
qu'en fait, ils ont réussi à court-circuiter le truc. Oui, mais là, tu es dans un cas extrême de quelqu'un qui a une influence incroyable et bienveillante Oui, mais au vu de sa communauté. ça montre quand même que les gens sont capables d'envisager que ce qu'ils voient n'est pas vrai à 100%. Oui, mais même si c'était vrai, le comportement de sa communauté aurait eu ce comportement-là. Oui, mais en bien même, ça aurait été vrai. De toute Non, mais façon, c'est- c'était son intimité, ça n'avait pas à C'est ce que je veux être dire, c'est que ton manipulé. exemple est basé sur un 0,00001% de personnes qui a la... Et grand bien à elle, hein, tant mieux. Hein. J'ai beaucoup de respect pour Taylor Swift, mais a une image extrêmement bienveillante au niveau de sa communauté qui ne concevrait pas ça. Mais la majorité des faits qui viennent du deepfake, alors elle a été touchée en l'occurrence, mais ça concerne des choses où forcément tu te dis, ah bah oui, c'est fort possible. Tu vois ce que je veux dire? Et ça reste une désinformation constante qu'on vit et qu'on vivra d'autant plus à l'avenir. À quel moment, en fait, tu peux différencier, même aujourd'hui, bon, on va en reparler d'ailleurs, tu peux différencier une information que tu as sur les réseaux sociaux? Normalement, tu es censé indiquer maintenant, légalement, si le contenu que tu mets en avant est généré ou non par une IA. Oui, mais en fait, légalement, on s'en fiche parce que 99,9% des médias sont maintenant pas des médias légaux officiels, mais ce sont des médias de gens qui ont créé des communautés, tu vois. Et la plupart des gens maintenant regardent de moins en moins les médias télé et regardent de plus en plus les médias YouTube. Les vrais médias sont pas que à la télé. Hein. Non, mais il n'empêche. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que les gens regardent plus les médias classiques. Ce que tu entends, genre Point P, genre... je sais même pas si c'est Point P. Le Point. Point P, Figaro, Point non, P, mais tu c'est un vois, truc de bricolage. Figaro, Le Monde, etc. Leur audience ne cesse que de décroître. Et celle qui croît, c'est l'audience des gens qui regardent justement les chaînes YouTube, les chaînes Telegram, les chaînes, tu vois. Et donc, du coup, la consommation de l'information, elle se fait totalement différemment d'avant. Telegram, peut-être pas trop en ce moment. Bah, si. Enfin, moi, toutes mes sources d'informations sont sur Telegram, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que cette information, aujourd'hui, on n'a plus possibilité de la vérifier. La réalité, c'est que demain, on nous dit une information sur la Russie. Bah, si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est faux. Ah oui, T'as aucun moyen de la ça vérifier. c'est un vrai problème. Demain, on nous dit une info sur les États-Unis. Si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est faux. Ouais, ça, c'est très compliqué, c'est vrai. Et c'est littéralement impossible maintenant de différencier. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à avoir une jugeote et une réflexion où, peu importe l'information en elle-même, on en sort ce que ça peut nous impacter et comment on peut utiliser ça à bon escient pour nous grandir. Et y voir toujours, parce que là, on parle essentiellement, si on voit ça et que ça nous impacte, ça peut être négatif, se dire « Ah non, c'est une catastrophe, etc. » Essayer d'en voir plutôt une solution, quoi qu'il advienne. Au même titre que des fois, on ne donne pas d'informations sur, par exemple, un pays. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème dans le pays. Je prends un exemple aussi. Tu vois, là, on a eu rien à voir avec l'IA, mais c'est plus la manière de gérer la situation. On a eu un tremblement de terre. Tremblement de terre où, pour le coup, on n'était pas prêts. Hein. J'ai pas aimé l'expérience. Je ne recommande pas. Donc, du coup, on a eu un tremblement de terre, ce qui n'est pas commun au Portugal. Et en l'occurrence... au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, 5h20 du matin, 5h10 du matin. On se réveille dans les vapes, on stresse. Qu'est-ce qui se passe? T'entends que la maison elle bouge comme ça. Et tu te dis waouh. Et finalement, la question après, enfin, la situation, ok, tu gères, qu'est-ce qu'on fait? Tout va bien? Oui, ok, très bien. Mais après, c'est tout de suite la réflexion. Il s'est passé ça. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. On va pas se mettre dans des états fous. Par contre, on va regarder, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans des situations comme ça pour avoir anticipé ou pour, si ça se reproduit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où on a eu des réflexions qui étaient plutôt intéressantes sur, ok, il faudrait anticiper ça. La première question qu'on s'est posée, parce que du coup... Tu t'es posé, que je t'ai posée, quand on est descendu, parce qu'en fait, c'est très bizarre, quand il y a un tremblement de terre, il y a des choses qui vibrent encore, même s'il n'y a plus de secousses. Et oui, je t'ai regardé, je t'ai dit, c'est pas moi, hein, c'est pas dans ma tête, je suis pas folle. Non, parce que bon... C'était pas... Non, il y a eu des choses qui sont tombées aussi, ici et là, et donc puis forcément... les portes qu'on claquait, bien sûr. Tu te poses la question, mais puis surtout, tu t'es inquiété pour ton chat. Mais bravo, par contre, au système d'alerte anti-séisme. Ouais. Parce que... Dans la minute qui suivait, on avait les informations. Donc déjà, moi, à titre personnel, ça m'a rassurée de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était au courant de ce qui venait de se passer. C'est rassurant parce qu'on te dit, voilà, c'est un séisme de telle magnitude, etc. Donc, faut faire attention à ça. Donc toi, déjà, tu sais comment réagir, où a été localisé le séisme, parce que
on ne sait jamais, en fait, à ce moment-là, comment ça va se passer. Ils nous disent comment gérer les répliques, à quoi il faut faire attention, les gestes de sécurité à avoir des chaussures à côté de son lit pour pouvoir partir. Enfin, c'est des détails, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Plein de petits conseils de sécurité. Et je trouve ça hyper rassurant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils font en toutes circonstances de catastrophe naturelle. Et c'est vraiment, vraiment bien sur tous les téléphones on reçoit. Vraiment, ça, Bravo. Bravo. On a cette chance. En tout cas, nous, en Europe, j'imagine, ce sera le cas partout en Europe. Je pense aux États-Unis aussi, en Amérique majoritairement. Moi, je me souviens d'avoir aussi eu une alerte à l'époque à Rouen. Et c'était peu de temps. En fait, à Rouen, il faut savoir qu'on a eu un problème avec Lubrizol. Avec Lubrizol. Incendie d'une usine chimique, quoi. Donc, du coup, risque chimique. Et donc, moi, j'étais enseignante. Donc, on a eu un protocole à ce moment-là. Et quelques jours après, pas très longtemps après Lubrizol, pareil, lors d'une sortie scolaire, on reçoit tous des alertes, Rouen et Agglo, pour nous dire qu'il y a eu un autre problème dans une autre usine, qu'il faut mettre en place tel protocole, etc. Nous, c'est vrai que dans les écoles, on a des plans comme ça qui sont hyper rigoureux et c'est assez rapide et ça se met normalement bien en place. Et c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Et ça permet de veiller à la sécurité de chacun. Ouais, totalement. Donc voilà, c'était un exemple de comment réagir à des mauvaises informations, en tout cas des fausses informations, dans le cas de la deepfake, des informations qui sont générées en masse par l'IA fausse, évidemment. Comment est-ce qu'on peut gérer? Nous, c'était une vraie situation, mais c'était pour donner un exemple de comment est-ce qu'on peut voir la situation et comment elle peut nous être utile et ne pas s'abattre à ce qu'on voit, quoi. Au même titre qu'il y a des signaux qui n'ont qu'une seule connotation. Par exemple, en France, et c'est vrai qu'ici, on ne l'a pas, mais il y a le premier mercredi du mois, il y a les sirènes d'alerte qui sont là pour signifier quand il y a un danger, etc. Ça fait partie de ces signaux aussi, si toutefois il y avait un problème auquel il faut aussi faire attention. Mais oui, c'est pour ça que la technologie, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous, quand on a des protocoles d'urgence, par exemple, dans les écoles, ce qu'on nous demande de faire pour être informé, c'est d'écouter la radio. Et on nous dit qu'on sera informé des démarches à suivre via la radio. Donc oui, exactement, protocoles qui peuvent être partagés par radio. Et pour le coup, bon, on est beaucoup plus connecté sur les téléphones. Donc en l'occurrence, maintenant, on a nos infos sur les téléphones. Mais oui. Et donc pour revenir à l'IA, en effet, voilà, le tout, c'est, peu importe vers quoi on tend, le tout, c'est de prendre l'information telle qu'elle vient, de s'en servir de la manière la plus intelligente possible et avec les meilleures intentions, s'il vous plaît. Ceux qui veulent faire du sale, c'est leur problème et ils auront les problèmes qu'ils méritent. Ceux qui font les choses bien, ils auront toute la réussite et les bonnes choses qu'ils méritent et on leur souhaite. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le sujet. On a pas mal échangé, les bons, le mauvais. Ça a été vraiment intéressant. Et vous, dites-nous, du coup, ce que vous pensez de l'IA et des technologies. Ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour. Exactement. Un maximum de commentaires sur le sujet qui peuvent vous sembler pertinents en dessous, que ce soit positif, négatif. N'hésitez pas à donner les deux. L'approche de l'IA, elle est propre à chacun, je dirais. Et il y a beaucoup de choses à voir. Et ce sera avec plaisir qu'on vous refera un contenu. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et les nuances nous intéressent. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des points dont on n'a pas parlé, mais qui sont judicieux aussi, n'hésitez pas. Et comme je disais, on peut refaire un contenu là-dessus. Ce sera avec grand plaisir. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Pour nous aider à faire connaître un maximum, évidemment, Grandir par l'entrepreneuriat, on vous invite à vous abonner, mettre un petit like. Et ça nous permettra petit à petit de toucher des personnes qui pourraient s'intéresser à ce qu'on fait et qui pourraient se servir de ce qu'on partage pour leur permettre à eux d'avancer, de grandir dans leurs étapes de vie. Et on vous en remercie, évidemment. On vous dit à très bientôt. Merci encore, Lindsay. Merci beaucoup. Et ciao. Ciao, l'équipe.